va commencer du coup par ce petit débrief du Grand Prix. On va parler du week-end dans la globalité. Et on va commencer par la séance de qualification qui a été marquée par la sortie d'un pilote qui n'est autre que Sergio Pérez. Comment dire Déjà, on va parler du samedi de Pérez en vrai. Parce que ça a commencé déjà en FP3, Alex. Beaucoup d'erreurs de Pérez qui ensuite vient se sortir dès son premier tour lancé en Q1. Un petit peu, on va pas dire la honte, mais compliqué là pour Pérez. Ah, c'est pas la honte, mais c'est vrai que c'est compliqué dans le sens où, en fait, il peut y avoir des samedis noirs, il peut y avoir des samedis compliqués. Ça peut arriver c'est déjà arrivé dans l'histoire de la Formule 1, mais surtout par rapport à Sergio Pérez. On passe d'une situation exceptionnelle par rapport à l'Arabie Saoudite où tout était fantastique, et puis on arrive à là justement où la voiture ne lui convient pas. Encore une fois, c'est des problèmes mécaniques. Ça peut arriver, c'est comme ça. Et pour Sergio Pérez, malheureusement, c'est tombé sur lui. Et après, on a vu le dimanche. Le dimanche, ça allait beaucoup mieux pour lui. C'est des solutions qui doivent être trouvées. Ça évoque surtout la fiabilité du côté de chez Red Bull qui pose encore quelques soucis. Et c'est tombé sur Sergio Pérez. Pierre-Jacques, t'as réagi comment quand t'as vu Pérez te sortir en Q1, en vrai? La kiffance ou t'es en mode quand même à faire chier? Non, je pose la question. C'est un peu drôle, mais fait chier quand même parce que on a une saison où il y a quelqu'un qui est sur un nuage et notre seul espoir, c'était le soldat Pérez. Et non, déçu. Mais en vrai, ça peut arriver sur la saison. J'espère que le même genre d'erreur arrivera à Verstappen, histoire de pouvoir équilibrer un peu le championnat le plus possible. Qu'il ait un petit nerf, non, parce que les radios, I have a problem of downshift tous les week-ends. Oui, ça a l'air d'être le cas. Hein. C'est vrai que ça le traîne depuis le début de la elle lâche saison. quand cette boîte de vitesse, d'accord? Parce que moi, j'avais mis un petit billet. Elle a lâché le problème, c'est qu'elle va lâcher la boîte de vitesse pas avant si tôt, dans le sens où il y a 3 semaines quand même de pause. 3 semaines. Là, ils sont bien. C'est vrai que là, d'un point de vue mécanique, ils sont très très bien. Donc du coup, petite erreur de Pérez, début Q1. Derrière, pas une séance non plus exceptionnelle. Les performances étaient plus ou moins respectées. Sargent qui se fait éliminer en Q1. Pour le coup, un peu, enfin, je sais pas si on peut dire décevant. Mais Sargent, je trouve qu'il faisait un bon début de saison. Là, se faire sortir en Q1, là où Albon réalise un week-end ultra solide. Incroyable. C'est un petit peu dommage. Flop des Alfa Romeo. Alors, je sais pas si flop c'est le bon mot, mais Alfa Romeo quand même un peu en difficulté. Q2 assez classique encore une fois. Les McLaren passent en Q2, surprenant. Mais Norris passe pas en Q3 malheureusement. Norris qui a un petit peu. Le pire, c'est les McLaren qui sont battus par une Williams. C'est-à-dire qu'il y a quand même une différence de budget d'au moins 6 écuries, et c'est l'une des pires écuries qui arrive à dépasser McLaren quand même. Je suis d'accord avec toi, mais on reparlera peut-être de Williams pendant la course, mais je pense que la Williams n'est pas à sous-coter en ce début de saison. Je pense que personnellement, la Williams est très bonne pour l'instant. Elle est peut-être pas très bonne, mais elle est pas mauvaise en tout cas. Elle progresse, c'est comme l'année dernière, tu sais, ils avaient des difficultés, peut-être que ça va commencer à fonctionner après. C'est quand même problématique pour une écurie qui n'avait pas de directeur technique pour créer cette monoplace quand même. Donc McLaren devrait se poser des questions. Voilà, non, on peut se poser des questions du côté de McLaren, mais l'un n'empêche pas l'autre. Et aujourd'hui, moi, je trouve que Williams, ça va beaucoup mieux. Mais oui, c'est vrai que du coup, Norris passe pas en Q3. Norris, début de saison. Apparemment, Will Buxton l'a vu taper contre un mur encore une fois. Tu nous avais manqué, Pierre-Jean. Tes réflexions sur McLaren nous avaient manqué, Pierre-Jean. On déconne. Mais c'est drôle. Non, mais en vrai. Fallait pas faire ça Dan Ricciardo, c'est tout, point, voilà. Alors c'est vrai que pour ceux pour ceux qui découvrent peut-être, Alexandre Caldi, t'es à ma droite. Donc Alexandre Caldi, fan de Ricciardo, forcément, lui déteste McLaren. Moi, je pense qu'on va passer. Je déteste pas, je vanne. C'est différent. Non, je déteste pas, j'insulte. Non, mais plus sérieusement, pour finir avec la séance de qualification, on passe en Q3 et grosse surprise finalement avec Mercedes dans le rythme, Ferrari pas réellement dans le rythme, même si à un moment on aurait pu se dire que Leclerc aurait pu faire quelque chose. D'ailleurs, en parlant de Leclerc, c'est probablement celui qui rate le plus sa séance de qualification. On peut parler de Ferrari 2 minutes ? C'est quelque chose qui me tient à cœur. Est-ce qu'on peut parler de la pluie annoncée pendant les 3 dernières minutes de la séance de qualification qui ne sont probablement du coup jamais tombées ? Pour rappel, on dit à Charles Leclerc, on va sortir plus tôt et faire une tentative car il pleut pendant les 3 dernières minutes. Leclerc sort, fait son tour. Un tour pas exceptionnel vu qu'il y a Carlos Sainz en plein milieu dans le secteur 1 qui le bloque. D'ailleurs, il fera une petite vanne en disant l'aspiration entre 2 virages, c'était bien sympa. Et du coup, pas d'autre tentative, là où tout le monde va faire 2 tours de chauffe et taper le meilleur tour. Ferrari, comment dire, du classique, non ? Non, mais c'est bien, c'est qu'on pensait avoir Météo France, on a découvert Météo Italia, c'est cool en tout cas du côté de chez Ferrari déjà. Et là, mais vraiment, mais on se rend compte aussi que c'était la même chose il y a seulement quelques mois du côté du Brésil, c'était l'an dernier. C'est ça. C'était pareil aussi, c'est-à-dire que chez Ferrari, c'est du matin au soir les mêmes problèmes. C'est-à-dire que tous les jours on dit on va changer, vous inquiétez pas.
ça change pas. C'est toujours la même chose. Et en fait, c'est ça la problématique, c'est que on n'arrivera jamais à changer visiblement du côté de la Scuderia. Mais il n'y avait pas que Ferrari qui avait l'information sur la météo. J'ai l'impression que tout le monde est sorti très rapidement. Tout le monde s'attendait un peu à la pluie qui va tomber et finalement, elle n'est jamais venue. Alors, il y avait pas que Ferrari qui avait cette info sur la potentielle pluie. En attendant, il y a que Ferrari qui est sorti sans faire de tour de sortie, et il y a que Ferrari qui n'a fait qu'une tentative plus tôt que la fin de la séance. Si tu regardes bien, tous les tours ont été faits en fin de séance. Là où Ferrari l'a fait, si je dis pas de bêtises, avec encore 1 minute 20 restante, tu vois. Ouais. Donc comme Alex le souligne, moi je trouve que c'est quelque chose qui commence à être problématique. C'est un problème qui date plus que du Brésil de l'année dernière. On peut remonter jusqu'au Japon 2018, où à l'époque Ferrari avait fait sortir Vettel alors que la piste en intermédiaire alors que la piste était sèche. Ça commence à être plus que problématique parce que du coup Leclerc, si je me trompe pas, se qualifie P6 voire P7, j'ai un doute. Donc Leclerc a un peu qualif raté, Sainz c'est 5e, donc c'est pas exceptionnel et du coup ça profite à Mercedes qui fait une très très bonne séance de qualification. Est-ce qu'on peut revenir sur la déclat de Fernando Alonso et de Carlos Sainz après la qualif qui dit Mercedes finalement n'a pas une si mauvaise voiture, quand tu les écoutes ils se font sortir en Q2, au final la voiture est pas si mauvaise, Pierja. Attends, t'es en train de me dire que Mercedes fait semblant d'avoir une mauvaise perf? Mais non, de la part de Mercedes. C'est pas moi qui le dis, Alex, je te vois tirer une tête à droite. On est en Australie, hein. C'est un circuit urbain, c'est un circuit qui est atypique. Donc, il y a des performances dans l'histoire où tu t'attends à des performances pas de cette manière-là. Mercedes, c'est l'Australie. On rappelle que l'an dernier, Mercedes, ça fait P5, P6 aussi avec une terrible W13 en début de saison. Pardon. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, le terrible m'a... C'était en début de saison. Pour le coup, elle était vraiment terrible en début de saison l'an dernier. Donc, je pense qu'ils s'y attendaient réellement pas à Mercedes par rapport à ça. Et aussi même Fernando Alonso et Carlos Sainz des deux côtés. Donc je pense pas qu'ils aient réellement joué Mercedes comme ils le font d'habitude. C'est juste que là c'était réellement inattendu. Hein. Moi j'ai une question pour vous, le chat aussi d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que Mercedes aujourd'hui est devenue la deuxième meilleure voiture derrière Red Bull ou pas? Ou est-ce que Aston est encore dans le bataille? Ce qui est sûr c'est que Ferrari est derrière pour l'instant. On l'a vu à Jeddah et on l'a vu aujourd'hui encore en Australie. Est-ce que pour vous, c'est quoi la hiérarchie, la Pierja actuellement derrière Red Bull qui est loin devant? Comment ça se passe? C'est toujours Aston hein, pour moi. Mercedes, il faudra voir sur plusieurs GP, mais l'Aston est extrêmement stable. C'est peut-être pas le circuit qui lui convient parfaitement. Moi, ça fait un moment que je fais ma prédiction. Et ma prédiction est que, au vu de la gueule de l'Aston, il y aura une Aston Martin qui va gagner soit Imola, soit Monaco. Alors, je me permets, grâce à mon magnifique display, pour l'exclamation display, si jamais vous voulez en acheter. Monaco, pour toi, donc d'ici fin mai. J'ai un truc. Donc pour toi, d'ici fin mai. Hein. Ok. Donc dans 2 grands prix. On rappelle, il y a Bakou qui va arriver dans 3 semaines. Et ensuite, il y aura Miami. Pour toi, donc dans 2 grands prix, potentiellement, Aston peut gagner une course. Très bien. Alex, tu rejoins ce point de vue ou tu es pas vraiment d'accord? Et je suis d'accord par rapport au fait que Aston Martin gagnera un GP, mais ce sera Lance Stroll, hein, bien sûr. N'oubliez pas qu'il y a aussi Lance Stroll de l'autre côté. Mais toi, il fait combien le daron là depuis tout ce temps? Parce que ça pas fait assez, 2 ans. Malheureusement. J'aimerais bien être content créateur pour Aston Martin. J'attends un peu là, donc il faudra peut-être se dépêcher. Non, en vrai, Lance Stroll, je pense que à mon sens, peut réellement gagner un Grand Prix. Je te rejoins sur Monaco. C'était aussi ma prédiction à Monaco. Alors, on va parler par rapport à Fernando Alonso. Alonso à Monaco, il va être survolté. Hein. Un tour de qualification, il le sait très bien. Hein. Il va tout sortir et c'est le Grand Prix parfait pour lui, sachant qu'à Monaco, tu peux pas dépasser. Donc, Alonso, pour le dépasser à Monaco, déjà, bonne chance pour Verstappen. C'était Lewis Hamilton dans la dernière qui avait été... Ou c'était qui avait été... Oui, mais même tout le monde. Il y avait eu le train, Alonso. Ouais. Et il était même bloqué derrière Ocon, il me semble. Pour le coup, je suis d'accord avec Alex qu'à Monaco, je vois bien une Aston perf et je vous rejoins là-dessus. Mais donc, du coup, pour vous, l'Aston est toujours deuxième. Ok, c'est bon à savoir. Et du coup, après, pole position de Max Verstappen, je vais pas mentir, moi, j'ai eu une fraction de seconde dans la séance de qualif quand tu vois Hamilton P1, quand tu vois tout le monde à 2 dixièmes, t'es en mode alors peut-être. Et finalement non, pole position, je crois avec 3 dixièmes, 2 dixièmes d'avance sur. Il y avait un moment. C'est pas énorme, hein. Il y avait un moment dans la qualif où tout le monde où il y avait pas mal de pilotes devant Verstappen, non? Il était genre P5 à un moment. Ouais, c'est ça. Et t'étais en mode, elle arrive quand la pluie, putain, tu vois, genre vraiment, t'attendais que ça. Ouais. Malheureusement, la pluie, c'était nos larmes. Mais ouais, donc du coup, pole position de Max Verstappen. Moi, j'étais 3e pole position de Red Bull. Est-ce que Red Bull va réellement rater une pole cette saison, quoi? À part Monaco, c'est quand même énorme. 3 dixièmes, tu dis que c'est pas si énorme. Finalement, en Australie, 3 dixièmes, c'est quand même pas mal. C'est un circuit rapide. C'est quand même, tu vois, l'écart qu'il y avait à Jeddah.
En fait, l'écart est peut-être en train de se resserrer, mais il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est que le moteur Honda associé à la performance de la Red Bull dans la globalité, où je crois que le DRS permet à la Red Bull d'être 2 à 3 dixièmes plus rapide que tout le monde. Oui. Je suis désolé, pour 2-3 dixièmes finalement sur un tour entier, c'est pas énorme comparé à la suite de la saison, on peut avoir ça. C'est pas 10 km/h au-dessus DRS ouvert, la Red Bull J'ai vu la stat, je sais pas si vous la voulez. Est-ce que vous voulez la stat des écarts de kilomètres entre la Red Bull et la Mercedes? Parce que je pense qu'il y en a facile 10. Allez, attends, lançons les pronos. Ok, lançons les pronos. Combien Combien d'écart en kilomètres/heure entre la Mercedes et la Red Bull si les deux ont le DRS ouvert? En bout de ligne droite, moi je pense à 13. Je crois que c'est 20. Oh ouais, mollet, les deux Non, DRS Non, ouverts. mais en fait, genre la Red Bull, j'avais vu moi que le DRS ouvert, la Red Bull, elle était limite la Mercedes DRS ouvert. Wow, attendez. Vas-y, tu vas y arriver. La Mercedes DRS ouvert Mhm. était limite aussi rapide que la Red Bull sans DRS. Alors, j'ai la statistique sous les yeux. Rapide, mais Finalement, vous étiez pas si loin dans ma tête, c'était un tout petit peu moins. J'ai la statistique. L'écart entre Red Bull et Mercedes avec DRS ouvert ou fermé. Si les deux ont le DRS fermé, la Red Bull est 7 km/h plus rapide que la Mercedes. Si les deux ont le DRS ouvert, la Red Bull a 14 km/h d'avance sur la Mercedes. Si la Red Bull vient avoir le DRS ouvert sur une Mercedes qui a le DRS fermé, comme Lewis Hamilton, Verstappen, au tour 12, c'est 36 km/h d'écart, pour vous dire. 36 km/h d'écart. Les datas sont basées sur le Grand Prix d'Australie avec Perez et Verstappen. C'est énorme. Enfin, faut se rendre compte quand même qu'à 36 km/h, vous avez vu de toute façon le dépassement de Verstappen sur Hamilton, vous pouvez absolument rien faire. Hein. Donc, le DRS c'était pas, hein, mais ouais, terrifiant. C'est l'écart de vitesse, c'est quand même assez aberrant finalement. J'ai mal à ma Formule 1. Après, ça a toujours été un petit peu comme ça. Hein. Mine de rien, le DRS a toujours été un peu le. Oui. Mais le DRS est nécessaire en Formule 1, donc après, c'est juste qu'eux, ils ont bien travaillé là-dessus. On y reviendra sur les débats, tiens, les zones de DRS et le DRS. On va parler un petit peu de la course du coup. Alors, Grand Prix d'Australie, qui commence avec, je sais pas par où commencer le premier tour. On va le faire dans l'ordre. Départ de Max Verstappen, on va dire pour le coup assez moyen. Assez moyen. George Russell attaque Max Verstappen au virage 1 à l'intérieur. George Russell l'avait dit qu'il forcerait au virage 1. Ça passe. Lewis Hamilton vient lui au virage 3 faire un freinage qu'on pourrait croire tardif mais qui finalement ne l'est pas. C'est Verstappen qui freine très très tôt. À l'extérieur, on a une Ferrari, c'est Carlos Sainz qui vient tenter lui aussi sa chance. Et derrière, on a Charles Leclerc qui vient, mine de rien, s'accrocher avec Stroll. Je pense que là-dessus, Pierre-Jean, on est d'accord. Leclerc fautif. Oui. Là, voilà, le chat, je pense que Alex, tu seras d'accord aussi. Leclerc, malheureusement. Allez pas toucher à Stroll. Hein. Leclerc qui tourne un petit peu trop tôt et qui du coup finit dans le bac à gravier. Deuxième DNF en 3 courses. Seulement 6 points au championnat pour Leclerc, qui est le pire début de saison, je pense, de sa carrière, honnêtement, avec 2 DNF. Les deux sont fautifs, on nous dit dans le chat. Ah ouais. Alors, j'aimerais bien avoir votre avis, le chat. Qui est fautif sur l'accident Leclerc-Stroll au virage 3 ? Parce que je vois pas en quoi Stroll peut être fautif, honnêtement. Stroll peut aller où ? Ouais, il a aussi Alonso devant lui, Alonso à droite, donc Leclerc aussi doit se douter, il le sait d'ailleurs, qu'il y a Lance Stroll à sa droite aussi, et que Lance Stroll a nulle part où aller. Donc finalement, si on va aussi dans ce sens-là, on peut se dire aussi que c'est un incident de course. Mais finalement, c'est Leclerc qui se fait avoir. Il y a quand même quelques-uns qui disent soit les deux, soit incident de course. Je trouve que c'est un peu... mais après, il y a un Stroll bashing continuel et c'est toujours comme ça. Dès que c'est Lance Stroll qui est dans un parano, là, Alexandre Stroll, là. Je pense que c'est juste que voilà, c'est vrai qu'on a 3 voitures dans un virage qui se resserre. Leclerc un petit peu trop agressif et malheureusement ça part en tête à queue. Si je me trompe pas, c'est le pire début de saison même pour Ferrari depuis 2011 avec Felipe Massa. Oui. Pour vous dire. Vrai, ouais. Donc c'est vrai que là pour une équipe qui espérait revenir et jouer le titre cette saison, c'est pas exceptionnel. Donc abandon de Charles Leclerc, les 2 Mercedes passent en tête pour le plus grand bonheur, je pense, de beaucoup de personnes cette saison. Les 2 Mercedes en tête. Petit moment de stress ou pas, Alex? On va pas se mentir, on va pas le cacher. T'es fan Mercedes? Pas du tout. T'es fan. Oh Alex. Non, Alex. Bon alors t'es fan d'Hamilton. Pas les masques. Alex, soit l'un soit l'autre. Alors. Je suis fan du sport déjà, mais Hamilton, oui. Ok, d'accord. Tu préfères le sport britannique, très bien. En tant que fan d'Hamilton, quand t'as vu Hamilton venir attaquer Russell, ou en tout cas lui mettre la pression, est-ce que tu t'es senti en mode oula, ça y est, ça commence un peu à chauffer?
Ça commence pas à chauffer, mais encore une fois, on est en course. Et quand tu vois Hamilton revenir sur Russell, en fait, Mercedes, ils sont bloqués. Ils peuvent rien faire. Ils peuvent absolument rien faire. T'as Verstappen qui est derrière. Comment tu veux tenir sous la pression de Verstappen quand Russell aussi n'est pas assez rapide pour Lewis Hamilton? Donc clairement, tu pouvais pas faire de consigne de course. Il y a pas Mercedes qui a été stupide dans sa stratégie ou non. C'était juste, ils étaient bloqués. Et Mercedes les a bloqués. Et Red Bull les a bloqués finalement. Donc derrière, c'était comme ça, il fallait gérer de cette façon. Et après, il y a eu le drapeau rouge qui a... Pour le coup, je rejoins les propos d'Alex Caldi, mais j'ai l'impression qu'à ma gauche, on n'est pas d'accord. Et du coup, je te donne la parole, mon cher Pierre-Jacques. Qu'est-ce que Russell a dit à la radio, pourquoi vous me demandez d'économiser les pneus pendant que Lewis m'attaque? Globalement. C'est pas la traduction exacte, mais globalement. Genre, de base, t'es deux Mercedes devant, t'as Verstappen derrière avec sa voiture cheatée. Tu sais très bien que si tu te bats, ça va aggraver les choses. Donc, il y a une gestion quand même à faire. Normalement, tu as des consignes à passer. Genre, il faut vraiment. En vrai, moi, je vois le début de course, je vois les deux ploucs en train de se battre, alors que tu as Thanos derrière avec sa Red Bull. Je me dis, mais qu'est-ce que vous foutez ? Il y a un safety du monde dedans, mais c'est pas grave. Bah, deux ploucs quand même, rien à foutre. Je rejoins aussi l'avis de Pierre-Jacques dans le sens où ça aurait pu être géré d'une meilleure façon. Mais vas-y, si tu es pas d'accord, je vous laisse débattre, c'est intéressant. Il y a le fait est que dans cette situation-là, Russell, il peut dire qu'il n'économisait pas. On peut pas le savoir. Hein. C'est lui qui pilote. Ça se trouve, il était au bout de sa vie, il était en train d'attaquer. Deuxième chose, Lewis Hamilton, il était pas en train d'attaquer George Russell, il avait juste le DRS. Donc il revenait sur George utiliser Russell. le DRS pour défendre, justement. Quand t'es comme ça. Non. T'as deux voitures qui sont à peu près dans le même rythme. T'as Max Verstappen derrière qui est fou furieux, qui est justement, et devant t'as George Russell. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Justement, c'est plus compliqué mais c'est plus compliqué de doubler quand t'as deux voitures devant et que ça peut faire un train de DRS, justement. C'est là où tu peux défendre la Red Bull. Tu peux pas le faire autrement. Hein. La Red Bull, elle est abusée. Hein. Donc, dans tous les cas, tu peux pas le faire autrement. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pit. C'est pour ça qu'ils ont fait pit Russell. Était bloqué. Et non, ils n'ont pas fait pit Russell pour cette raison-là. C'est juste que Russell était premier. Et dans la règle du côté de chez Mercedes, c'est le leader par rapport aux deux pilotes qui a l'avantage pour l'arrêt au pit. Donc c'est Russell qui a décidé de s'arrêter au pit avec bien sûr Mercedes. En fait, t'as que 3 voitures qui pitent au moment de la safety car parce que peut-être qu'il y en a qui sentent qu'il y a moyen qu'il y ait un drapeau rouge parce qu'il y a une grue qui arrive, etc. Enfin, encore une fois, c'est un débat. Mais oui. Oui, voilà. Mais des fois, tu peux le pré-shot ou pas. Je pense pas qu'il le pré-shot ou quoi. Mais quand t'as une safety car et que t'avais tes deux pilotes où t'es pas sûr de savoir prendre la décision, qui sont côte à côte et qui peuvent se battre, t'es en mode bon, je vais en pit un des deux, comme ça me débarrasse d'un problème et au pire ça passe, ça fait une bonne strat. Je suis pas forcément d'accord. Je l'ai ressenti comme ça aussi, Pierre-Jacques, mais moi je suis pas d'accord. Je pense pas qu'on ait fait box Russell au moment de la safety car pour libérer Hamilton parce que l'argument d'Alex c'est très bon. C'est de dire qu'en fait t'as les deux devant et que si tu dois en faire box 1 tu fais box le premier. Donc si t'avais été l'inverse, dans tous les cas tu vois ils auraient fait box Russell. Mais pour le coup Alex, je pense que Pierre-Jacques a un très bon argument, c'est de dire que ça a été assez mal géré d'avoir les deux devant. Et en vrai, on aurait pu utiliser le DRS comme une arme de défense plutôt que Hamilton qui se rapproche de Russell et qui force Russell à défendre, tu vois. Je pense que... Après, encore une... moi, je n'ai pas dit que c'était une bonne ou une mauvaise chose, c'est juste que Mercedes était bloqué. Encore une fois, on l'a senti tout de suite, hein. On l'a senti tout de suite au niveau des radios. On l'a senti au niveau des radios. Russell a commencé un peu à paniquer. On a demandé tout de suite qu'est-ce qui se passait, etc. On a senti que chez Mercedes, je sentais que c'était pas prévu, tu vois, que les deux soient devant. Mais que c'était pas prévu de dépasser Verstappen au départ. Ils étaient là en mode, qu'est-ce qu'on fait, les gars? On fait comment? Tu t'attends à ce que ton coéquipier joue limite pour toi, je trouve, pour défendre. Et oui, mais là, on arrive à un débat. En fait, tu peux pas laisser passer. Non, mais tu peux pas laisser passer. Tu peux pas laisser passer parce que c'est un risque aussi. Et tu peux pas te battre parce que ça risque. Avec toi, mais on arrive sur un débat qui est très intéressant et que moi j'ai hâte qu'il arrive. C'est le jour où les deux sont devant. Qui est pilote numéro 1 ou numéro 2? Est-ce qu'ils sont égaux dans les kills? Comment ça se passe, tu vois? Bah, je sais pas. Qui a gagné la saison dernière? Et toi. Il y a combien en qualif en ce moment? Excusez-moi. Il faut le souligner. 3-0 pour Russell. Il faut le souligner en qualification. C'est une belle performance. C'est un fait, hein. On va pas changer les choses. C'est un fait en termes de statistiques. Peu importe. Saleté de setup. Les deux pilotes Mercedes en tête ont fait box Russell au moment de la safety car, ainsi que Carlos Sainz qui rentre au stand. Pas de chance, drapeau rouge. On va revenir sur ces drapeaux rouges. On reviendra sur la FIA un petit peu plus tard. Et du coup, donc, drapeau rouge, on arrête la course. Ça tue les stratégies, forcément, vu que tout le monde change de pneus, tout le monde met des pneus hard et on repart. Alors, est-ce qu'on peut parler de ce retour en piste formation lap, ce mini formation lap où Lewis Hamilton s'arrête sur la piste, crée quand même un très bel embouteillage, mine de rien, et qui quand même crée une situation assez dangereuse, je trouve. Pierre, je sais pas ce que t'en penses, où on a des pilotes qui du coup s'arrêtent en sortie de virage en aveugle et du coup des pilotes se mettent à couper dans le gravier, à break check, enfin bref, sans mauvais jeu de mots. C'était quand même assez limite, non, comme manœuvre?
On dirait les relances de safety car quand t'es en ligue sur F1 22. Tu sais, il y en a Un un, petit il veut peu. faire le mec plus lent et tout, c'est le bordel derrière. Non, Alors, c'était un peu dangereux. Après, j'avoue que moi, j'étais un peu déçu du. Enfin, en vrai, faudrait le souligner pour le coup. Je pense que avec Desi, on refait ce qu'on veut, mais genre sans le drapeau rouge, Russell pouvait gagner le GP. Genre, même si à la giga rythme, la Red Bull, ça se battait peut-être à la fin. ouais, avec Desi, on refait le monde, je pense. Voilà, Mais mais genre, c'est peut-être vénère le premier drapeau rouge. Mhm. Mais ouais, sur la relance de safety car, pour le coup, moi ça m'a pas non plus ultra choqué, hein. J'ai vu vraiment le Ok. bordel derrière. Je me suis dit bon, c'est un peu le bordel, mais ça m'a pas ultra choqué ce que faisait Hamilton. C'est plus les gens de derrière de pas non plus trop se coller. Tu sais, t'as encore le temps avant la relance. Regarde le virage où on est, ça va pas se Mhm. relancer tout de suite. Tu peux laisser de l'espace encore, quoi. Ok, Alex, un peu similaire. Faut savoir que la relance est légale. Hein. Hamilton n'a Oui, rien c'est fait ça. d'illégal ou C'est quoi que ce que soit. Je préfère le préciser. Je vois dans le chat, ça en parle. C'est légal. Hein. L'écart laissé entre Hamilton et la safety car est légal. C'est juste que derrière, je pense que ça a été pris par surprise. Et on a vu une scène quand même assez cocasse, mine de rien. En fait, c'est ça, sur ça que je vais me baser, parce que faut faire confiance à la direction de course, et la direction de course, ça dit que bah, c'était légal. Donc en fait, finalement, ce qui s'est passé derrière, c'est qu'ils n'ont pas suggéré. Ça fait penser au Mugello 2020 Oui, et 2020. 2020, où là, pour le coup, c'était même pas la faute du leader, c'est la faute de George Russell qui avait freiné, réaccéléré. Ça arrive, ça peut arriver. La chance qu'on a du côté de l'Australie, c'est qu'il y a quand même une piste qui est assez large avec beaucoup de zones de dégagement. Ça aurait pu être pire, mais encore une fois, personne n'est en faute dans l'histoire. Peut-être la safety car, il semblerait que la safety car ait été peut-être un peu trop lente à un certain moment. Elle est peut-être même éteinte ses feux trop tôt, ce qui en fait a créé tout ce bazar. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas pénalisé Lewis Hamilton. C'est peut-être aussi une faute au niveau de la safety car. Ouais, c'est très tôt sur le circuit, hein. Oh, c'est vrai que c'est très très tôt. Normalement, on attend le dernier Ouais. secteur. On attend le dernier secteur pour faire Oui, mais ça. quand les pilotes sont là, Hamilton il rentre dans le troisième secteur. Hein. Oh... Alors, Oui, il est à Hamilton, la fin de la mais ligne il a droite. créé, oui, en décalage, il a créé cet accordéon. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je tiens juste à dire que tu as souligné qu'il fallait faire confiance au directeur de course. Je n'hésiterai pas à te ressortir cet argument. Avec un grand plaisir. J'ai toujours dit. Dans un Voilà, certain je le dis contexte, toujours. sur Ne un certain t'inquiète Grand Prix. pas. Oh, le Ah, suceur. ça. Bon, après ça, encore une fois, c'est une histoire. T'inquiète pas. Peu importe. Du coup, restart, on repart donc pour une course qui est finalement assez, je vais pas dire calme, mais on a pas mal de dépassements, on a pas mal de petites batailles, etc. Mais c'est pas non plus le Grand Prix de l'année. Il y a des écarts quand même assez similaires. Tout le monde est plus ou moins à une seconde ou un peu plus. Gasly fait une très très belle performance. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais la performance de Gasly, mine de rien, est quand même exceptionnelle en vrai. Alex qui il tient un top 5 avec son Alpine pendant quasiment tout le Grand Prix. Ouais. C'est pas dégueu. Bah, c'est pas dégueu et ça montre surtout qu'Alpine a bien travaillé durant l'hiver, dans le sens où cette A523 est l'évolution de la 122 de l'an dernier, qui était déjà extrêmement bonne et bien polyvalente. Et faut aussi remettre et souligner ça par rapport au travail de Pierre Gasly. C'est quand même un pilote qui découvre encore la voiture et l'univers d'Alpine qui a réussi à faire cette performance-là. Donc un mec qui découvre encore une fois la voiture et qui arrive à tenir le rythme de Ferrari, ça montre justement qu'il y a un énorme potentiel par rapport à l'avenir. Et bien sûr, après ce qui se passe derrière, bah, ça y a un peu un côté d'injustice, mais ça encore une fois, c'est pas de la faute de la direction de course, c'est ce qui s'est passé dans la finalité de l'histoire. Mais voir justement Alpine être aussi performante et aussi forte sur un Grand Prix comme Melbourne, qui est très tricky, qui est très spécial et qui est très atypique, ça évoque beaucoup d'optimisme pour la suite de la saison. Le chat fait que de le mentionner. Pierre, je te pose la question. C'est quelque chose que j'avais dit moi aussi en live. Mine de rien, le rythme de Gasly, est-ce qu'il n'a pas été aussi un petit peu tiré par la Ferrari et ces 4 zones de DRS finalement? On l'a vu dès qu'il est sorti du DRS. Alors je sais plus c'est à quel tour, mais dès qu'il a plus le DRS sur Sainz, le rythme il s'effondre un petit peu. Il a été un petit peu carré quand même. Ah oui, il a eu les bons timings hein, avec les zones de DRS. De toute façon, c'est un circuit fait pour être dans le train de DRS. Hein. Si tu pites au mauvais moment ou que tu fais la mauvaise strat ou quoi, tu te retrouves tu peux perdre beaucoup en sortant du train de DRS. Là, par chance, tout le monde s'était arrêté et on savait que les hards allaient aller au bout. Il y avait juste à suivre le train tout le long et ça allait bien se passer. Après, c'est vrai que l'Alpine progresse. On l'avait déjà dit que Alpine était un peu dans un no man's land où meilleur que les moins bons et pas assez bons pour les meilleurs. Mais pour le coup, grosse perf de Gasly. On sait que c'est un pilote extrêmement talentueux qui va très bien s'acclimater. Et c'est dommage, on le verra par la suite, mais de finir le week-end comme ça, malheureusement.
Je rajoute juste un truc par rapport à la zone de DRS. Faut regarder aussi le calendrier global de la Formule 1. On a de plus en plus de circuits qui sont extrêmement rapides. Donc aujourd'hui, on va peut-être typer les monoplaces qui vont être un peu polyvalentes, mais plus polyvalentes du côté de la vitesse de pointe et donc des zones de DRS. Et quand on regarde ce qui s'est passé avec Gasly justement du côté de l'Australie, c'est en ça, en fait, justement, pour la suite de la saison, il y a un réel optimisme par rapport aux performances sur ce genre de tracé qui commence à être de plus en plus dans la globalité du. Mais elle était rapide l'année dernière en ligne droite. Hein. Oui, aussi. Bah, Bakou, Alonso. Comme ça, ouais. Vraiment, elle était très rapide en ligne droite. On reprend le débrief du Grand Prix. Bon, 12e tour, dépassement d'Hamilton sur Max Verstappen. C'est l'inverse, dépassement de Max Verstappen sur Lewis Hamilton pour la tête du Grand Prix. Il lui met malheureusement, je crois que c'est 1 seconde 5, 2 secondes à peu près en 2 secteurs, je crois. Après le dépassement, c'est assez c'est glacial, hein, vraiment comme dépassement. Abandon de George Russell finalement sur problème mécanique. Du coup, alors l'hommage à Malaisie 2016, hein, c'est beau. Hein. Alors oui, je l'avais pas vu, c'est vrai que mine de rien, ça y ressemble. Abandon de George Russell, première casse mécanique pour Mercedes. C'est le début de saison, hein, pas besoin de s'inquiéter, mais bon, quand même faire attention. En vrai, si, je suis désolé. Alors, ah oui, tu t'inquiètes. Alors attends, parce que moi j'allais dire que c'est pas inquiétant, mais. Moi, en fait, comment dire, Red Bull par exemple, il y a des problèmes de fiabilité et ça lâchera. Et d'ailleurs, ça a lâché pour Sergio Pérez. Mercedes a été l'exemplarité de la fiabilité de l'an dernier, avec une monoplace qui était très compliquée à comprendre. Si avec une monoplace qu'ils arrivent à comprendre, ils pètent des moteurs et ils pètent des éléments, ou du moins qui sont liés au moteur et au power unit, bah oui, il y a une certaine inquiétude par rapport à tout ça. Et ça veut dire que quand on va retrouver de la performance, ça veut dire que le moteur va lâcher. Exemple aussi par rapport à l'an dernier avec la W13, il y avait pas de problème de fiabilité parce qu'il ne poussait pas la performance au maximum pour justement éviter le marsouinage. Là, ça veut dire que comme maintenant qu'ils augmentent la performance et qu'ils augmentent la puissance du moteur, le moteur lâche. Je suis un petit peu inquiet par rapport à ça. Pierre, je sais pas ce que t'en penses. Moi, pour le coup, je suis pas aussi inquiet. Je me dis que les pannes, ça arrive. Franchement, Mercedes, c'est pas connu pour les pannes. J'ai juste envie de me dire que le drapeau rouge a peut-être pas aidé. Le fait qu'on arrête les voitures et qu'on prenne. Pierre, je sais pas ce que t'en penses. Mais... Moi, j'ai un trauma. Tu vois, genre l'année dernière en Espagne, je me suis dit, ça arrive une casse moteur de Charles. Oui. Attention parce que ça peut arriver un peu plus souvent quand même. c'est des choses qui peuvent arriver plus souvent. Tu penses que Mercedes peut rentrer dans une spirale italienne ? On n'est pas à l'abri, mais oui, pour l'instant, ça reste premier. Si j'en vois un deuxième... Alors, il y a quelqu'un dans le chat qui l'a dit tout à l'heure, il faut quand même faire attention parce que Stroll, mine de rien, a lui aussi eu un problème mécanique à Jeddah. Il y a aussi les équipes clientes avec les power units Mercedes, donc c'est à surveiller. Après, dans la globalité, il faut aussi rappeler que même les moteurs Honda ont aussi eu des problèmes. Je pense à Tsunoda aussi du côté de Jeddah. Et Perez aussi avec le problème de frein moteur. Donc dans la globalité, tout le monde a réellement des problèmes. Mais je suis juste inquiet par rapport à Mercedes qui ont toujours été exemples de fiabilité. Moi, c'est pour ça que je me permets, début de saison, je suis pas personnellement inquiet ni pour Mercedes ni pour les écuries clientes de Mercedes. Ils ont changé une pièce. Ils avaient changé la boîte. Pour les deux voitures. Avait changé de boîte, Pour les deux voitures, on avait changé de boîte du côté de Mercedes. Du coup, abandon de Russell, petite remontada de Checo Pérez qui, mine de rien, a fait quand même pas mal de dépassements. Hein. Franchement, pas mal de dépassements, surtout dans le... Alors, c'est le virage, le pif-paf, le gauche-droite, je sais plus, c'est le combien, le 12-13, non ? Quelque chose comme ça. Oui, avec 15 km/h de DRS ouvert, heureusement qu'il en fait un. Oui, mais faut le faire. Non, hashtag aigri. Oh là là, il en fallait bien, c'est bon, on n'allait pas le sucer longtemps non plus, Pérez. Il fallait bien un peu. Hashtag aigri, il fallait les faire. Ok, très bien. Bon, alors, de très beaux dépassements aussi de la part de Ocon dans ce même virage, par l'extérieur. Cocorico. Voilà. Non, mais mine de rien, les dépassements français sont plus beaux que les dépassements mexicains, d'accord ? Ah bah ça, toujours. Waouh. Tout ce qui est français est toujours plus beau. Très bien. Non, franchement, belle remontada quand même de Pérez qui a fait beaucoup de dépassements sur la piste parce qu'il n'y avait pas de stratégie finalement. Donc c'est quand même une belle remontada. Et toi, t'étais pas la semaine dernière, tu t'es dit je vais me rattraper cette semaine, je te sens là. C'est le café là, il fait effet. Je sens que le café que t'as pris en début d'émission, ça te fait remonter. Et après, mine de rien, alors je vais peut-être me mettre le chat à dos ou quoi que ce soit, mais je trouve que la course a quand même été assez banale du coup, par le manque de stratégie. Juste banale. Tu sais que j'ai failli m'endormir. Pour une course à 7h du mat, c'est difficile, je trouve. Franchement, jusqu'au drapeau rouge des 3 derniers tours et de la bataille qu'on a eue en fin de course, je trouve que la course était quand même pas tip-top. Parce que pour une course classique de F1, comme tu dis, Alex, pour moi, il faut qu'il y ait quand même au moins une stratégie.
Même si c'est une Bah là, il y en stratégie avait très plus. simple, là, il y avait même plus. Là, c'était vraiment juste, on attendait la fin de la course. Là, pour le coup, on a vraiment regardé des voitures tourner en rond. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc, Bon, après, il y a eu des batailles derrière. Ouais, mais on non, les voit ouais, pas voilà. toujours Ouais, extrêmement. Enfin, c'est jamais forcément. Alors, la Real, c'est vrai que la Real australienne PTDR, hein, c'était un kangourou qui tenait les manettes. Mais on a eu quelques petites batailles. Alors, de mémoire, donc on a la remontada de Perez, on a les dépassements d'Ocon, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, on arrive sur la bataille, c'est Norris-Hülkenberg, si je me trompe pas, en fin de course. Oui, c'est Hülkenberg. Là où Hülkenberg se fait piéger et Norris, du coup, arrive à le passer dans le dernier secteur. On n'a jamais eu la bataille Alonso-Hamilton, finalement, parce qu'il y avait toujours cet écart entre 1 seconde 5, ça revenait à 1 seconde 1 et ça repassait à 1 seconde 7, puis ça repassait à 1 seconde 2. Et Hamilton a toujours gardé ce gap à plus d'une seconde. Et alors ensuite, à distance, ouais. Ensuite, on arrive sur le big one, hein, le gros crash finalement de Kevin Magnussen. Il faut savoir que du coup, ce crash a blessé un spectateur qui s'est pris donc une pièce de la Haas au niveau de l'avant-bras, droit ou gauche, je sais plus, mais il s'est pris la pièce dans le bras. Alors j'ai beaucoup aimé la justification de l'organisation qui a dit la pièce a été propulsée à plus de 20 mètres dans le ciel et a atterri sur un spectateur. Les barrières ne peuvent pas faire 20 mètres de haut, donc c'est pas de notre faute. Alors, je vais aller. Alors, il y a aussi un truc. Non, alors ça va être. Ils ont pas tort. Ils ont pas tort. Deuxième chose, quand vous achetez un billet pour du sport auto, il y a écrit un truc Motorsport is dangerous. Ouais. Le sport auto est dangereux. Quand vous allez sur un tracé, quand vous allez sur un Grand Prix de Formule 1 ou d'autres événements sport auto, vous acceptez que vous pouvez être blessé. Il y a ça aussi à prendre en compte. Donc, moi, je vais pas. Allez, si je vais mettre dans la position du Grand Prix d'Australie, bah, si vous venez, vous savez que vous pouvez tout de même avoir des. Être blessé dans la globalité. C'est comme ça, c'est le sport auto et c'est toujours comme le dit le chat, qui a mesuré les 20 mètres? Qui te dit que c'était pas 16 mètres? Qui a mesuré les 20 mètres? Non, mais je suis quand même d'accord et je pense que Pierre, c'est ce que t'allais dire du coup, mais bon, c'est juste pas de chance quoi. La pièce s'envole et retombe. Ouais, moi j'avais demandé, il a gardé la pièce au moins ou pas? J'espère. Vu la taille de la pièce. Tu sais, la pièce, elle vaut très très cher en plus. Ouais, bah ouais, mais bon. Je suis pas convaincu qu'il l'ait gardé. Moi, perso, je suis pas convaincu. Hein. Le mec qui s'est blessé, il a récupéré une pièce de F Authentics quand même. Il a 2000 balles dans tous les mains. C'est vrai que j'avais oublié que c'était As. Gunther, il est venu arracher la pièce des mains. T'es un malade. Il a fait Jean, j'ai récupéré la pièce, c'est bon. Jean. Non, mais mine de rien, accident de Kevin Magnussen. Il y a quelque chose personnellement qui me frustre énormément sur cet accident, c'est qu'on n'a jamais vu le on-board au niveau du volant de Magnussen, car je ne comprends toujours pas comment il tape. Je ne comprends toujours pas comment Kevin Magnussen arrive à aller aussi large pour taper le mur. Il a le culot en plus. Alors attends, parce qu'il a le culot en interview de oser dire j'ai pas senti l'impact. Pour moi, c'était une trajectoire normale. Alors, il pousse tout ça prouve juste que le pilote n'est clairement pas au niveau en ce moment. Wow. Non mais alors attendez. Non mais imagine c'était Stroll dans la Haas, t'aurais dit ça? Oui. Mais attends, comment ça Kevin Magnussen n'est pas au niveau en ce moment? Alors débat, oui, pourquoi pas? Le réel débat, c'est-à-dire qu'il se fait foutre 5 dixièmes quand même par Hülkenberg. 5 dixièmes par Hülkenberg, que ce soit en qualification. Et même sur le début de saison, Hülkenberg revient en Formule 1 après à ne pas avoir été en saison complète en Grand Prix pendant 3 ans. 2-3 ans, quasiment. Et il revient et il poutre effectivement Kevin Magnussen. Magnussen a poutré Schumacher en revenant. Ouais, voilà. Et alors, c'est le destin de Haas. Oui, alors c'est peut-être le syndrome du revenant chez Haas, peut-être. Mais voilà. C'est juste que là, effectivement, sérieusement, c'est que Nico Hülkenberg revient et aujourd'hui, on voit Kevin Magnussen qui semble être en difficulté. Alors, expliquer pourquoi Magnussen est en difficulté, ça, on peut pas le dire. Tout simplement, peut-être qu'il se sent mal dans la monoplace. Mais en tout cas, les faits sont là. C'est que Nico Hülkenberg est réellement meilleur sur ce début de saison dans l'Haas par rapport à Kevin Magnussen. Mine de rien, je suis d'accord. Non, pour de vrai, je suis d'accord. Et aussi, juste pour rajouter, l'accident qu'il fait quand même là pour Kevin Magnussen, c'est juste un pilote qui attendait juste la fin de la course, hein, et qui a mal jugé, qui a totalement mal jugé sa trajectoire. Hein, et il est très spécial cet accident. Hein. Mais merci à lui pour le suspense. Ah bah le suspense, c'est surtout le contenu et tout ce qui va s'en suivre du coup, parce que donc accident de Kevin Magnussen au 54e tour, safety car dans un premier temps. Puis red flag, donc on arrête la course et on va pour reprendre du coup le départ pour ces 3 tours si je dis pas de bêtises. Et là c'est
tout pour les caméras. Relance d'un GP, relance sur 3 tours. On a, je crois, 16 pilotes en pneus soft ou quelque chose comme ça. Tout le monde se jette dans le virage 1. T'en as 2 qui coupent, donc t'as Gasly et Perez qui coupent à gauche. Carlos Sainz qui vient percuter Alonso qui se retrouve en tête à queue. Gasly qui revient sur la piste et qui s'accroche avec Esteban Ocon. Lance Stroll qui passe P3, qui a jamais vu ça de sa vie et qui voit pas le panneau pour les freins, qui tire tout droit. Et du coup, on se retrouve. L'image de Stroll, là, je l'ai on encore se en tête. retrouve directement avant même la fin du secteur 1 avec un nouveau red flag, 4 voitures au tapis et un bordel pas possible. Alors, je sais pas vraiment par où recommencer. On va commencer par le virage 1 et du coup, Carlos Sainz qui vient percuter Alonso. 5 secondes de pénalité qu'on fait quand même pas mal drama mine de rien parce que lui à la radio a dit que c'était intolérable. En interview, il a dit que c'était la pénalité la plus injuste qu'il avait vue. Est-ce que pour vous ces 5 secondes elles étaient méritées ou pas, Pierre Ja? Pierre Ja. Pour le coup, Je sais, Alex. dans le principe, oui. Mais en fait, c'est l'après qui fait que on trouve ça injuste. Voilà. Je me permets de remettre le contexte. On a 5 secondes de pénalité qui vont être donc sous safety car, ce qui veut dire que ces 5 secondes, elles sont presque éliminatoires pour les points. On juge, on le dit toujours, on juge l'acte, pas les conséquences. Mais là, pour le coup, c'est l'après qui pose problème dans ces 5 secondes. Et Alex va aborder le sujet, je pense, directement. En fait, c'est que la pénalité, je la trouvais extrêmement dure. Et même Alonso, quand on a été victime, l'a dit. C'est extrêmement dur. On est sur un départ de Grand Prix. Vous croyez que les gens, ils ont envie de se foutre sur la gueule? En fait, là, la pénalité. Hein. Non, oui, bon, après, oui. Mais c'est juste que là, la pénalité, elle tombe comme si vraiment Sainz avait fait une erreur. Et quand vous regardez le départ, c'est juste qu'on est dans un moment d'une intensité extrême et que, dans un moment d'intensité extrême avec des monoplaces qui sont propulsés à plus de 1000 chevaux, c'est encore une fois, même en tant que pilote de Formule 1, on est au bout de quand même de 55 tours, hein. 3e restart, lucidité quand même qui est au plus bas. Il faut aussi avoir un petit peu de clémence. Il y a la règle et l'esprit de la règle. Et là, certes, effectivement, Sainz est même pas venu taper, en fait, Fernando Alonso. Ça se résume très clairement comme un incident de course. Réellement comme un incident de course. Et mettre 5 secondes, là, d'ailleurs, alors, en plus, c'est un point de règlement, encore une fois, mais on met une pénalité à Sainz sur un tour qui n'a d'ailleurs théoriquement pas existé. Ouais, en fait, c'est ça, c'est surtout. Il y a ça aussi. Et derrière, il y a la conséquence. Et c'est pour ça que Sainz ne comprend absolument pas et qu'Alonso aussi ne comprend pas la situation, pourquoi il se prend une pénalité. C'est que il y a aussi l'aspect d'après, où derrière, on relance la course, mais on ne termine pas le Grand Prix en condition de course. Donc derrière, Sainz, il se fait avoir et il méritait pas, à mon sens, ces 5 secondes de pénalité. Bon, après, 2 points de super licence, c'est une chose. Je pense que sur ces 3 derniers tours, il y a énormément de problèmes entre la pénalité de Sainz, le fait qu'on ne relance pas avec un tour de course. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui posent problème. Déjà, pour revenir sur la règle et l'esprit de la règle, comme tu me dis, il faut voir aussi ce qui se passe autour de l'accident Sainz et Alonso. Il faut savoir qu'il y a quand même 3 infractions sur ce virage 1. Une seule est pénalisée sur les 3, c'est l'accident Sainz-Alonso. On a Logan Sargent qui vient catapulter Nick De Vries au virage 1, pas d'enquête. On a Pierre Gasly et Sergio Pérez qui viennent couper le virage numéro 1 et qui rejoignent de façon assez quand même dangereuse la piste, pas d'enquête. Et du coup, Carlos Sainz qui lui prend 5 secondes de pénalité sans même, comme il le dit, avoir pu en discuter. Donc c'est vrai que ça peut permettre un débat, je pense, et il y a quand même des questions à se poser. Alors je vois que ça parle pas mal dans le chat. Il y en a qui disent par exemple qu'Alonso est pas très lucide vu que c'est Carlos Sainz et qu'ils sont copains, etc. Ils avaient l'air très copains. Ils avaient l'air très copains quand Alonso est venu voir Sainz. Il y en a qui disent de l'autre côté que la pénalité est méritée vu qu'il est venu créer le bordel au virage 1. C'est vrai que c'est un peu le problème quand vous avez un big one, c'est un accident un peu de la sorte où ça part de tous les côtés. Il faut trouver forcément des responsables. Je suis pas d'accord sur une chose que tu as dit, c'est que Sainz n'est pas venu percuter Alonso. Je suis quand même désolé, mais il a de l'espace à droite. Ah oui, ok. Pour moi, dans aucun monde, il passe le virage 1, Carlos Sainz, dans tous les cas, s'il n'y a pas Alonso, je pense. Je reste persuadé. Je suis franchement sur à gauche. Il est un petit peu large, mais il reste le passe, il n'y a personne sur la piste. Limite de piste. Ouais, mais du coup, il y a quelqu'un. Il n'y a personne sur la piste. Oui, mais il y a quelqu'un, je suis d'accord. Mais du coup, il y a quelqu'un. En fait, Alonso avait donné cette justification en disant on ne vient pas sur un départ de Grand Prix pour se foutre dehors, mutuellement parlant. Et on sait justement que dans cette situation-là, il y a 2 tours de Grand Prix, on va pas tout risquer maintenant sur ce premier virage pour effectivement derrière aller chercher les points. C'est une bonne analyse à mon sens de Fernando Alonso, surtout qu'il en était victime encore une fois. Mais et pour répondre aussi au fait que oui, Alonso dit ça sur Sainz, je vous invite à revoir les images quand Fernando Alonso sort de sa voiture et va du côté de chez Ferrari pour dire toi tu m'as foutu dehors. Et une fois qu'il a revu les images, il a fait
oui, c'est vrai que c'était un petit peu plus dur en fait. Je suis d'accord là-dessus. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent. En plus de Sainz Alonso, il y a l'accident des 2 Alpines, mine de rien aussi. Et en plus, je peux dire un truc sur ça. Ouais. Genre, vu qu'on pénalise Sainz et qu'on a pénalisé personne d'autre, faut rappeler que Gasly, il est à combien de points sur le permis C'est ce que j'allais rebondir. Du coup, donc Gasly qui s'accroche avec Esteban Ocon, ça a été la grosse question du coup de cette fin de course. Gasly qui était à un incident ou accident de perdre sa super licence. T'étais en mode, bon, bah, finito pipo, quoi. Au pire, les deux sont fautifs, les deux prennent des pénats et c'est mort pour Gasly. Alors, le résultat de l'enquête a été que c'est un incident de course, qu'il n'y a pas eu de réel fautif. Pas de point de pénalité, pas de pénalité sur la grille pour le prochain Grand Prix, rien de tout ça. Juste de voitures au tapis, c'est dommage. Mais c'est vrai que pour Alpine, bon, je vais faire un tour de table. Qui est fautif? S'il y a un fautif pour toi, Alex, chez Alpine. Tu peux me dire aucun des deux, tu peux me dire incident de course, n'hésite pas à me répondre. Je te pose une question, tu peux me dire aucun des deux. En vrai, il y en a aucun des deux, dans le sens, mais même si Esteban Ocon a pu dire que Pierre est venu s'excuser, très sincèrement, quand tu regardes la situation, en fait, c'était tellement le bazar après le premier virage, et il y a tellement une excitation qui est là, que c'est résumer ça à un incident de course, je le trouve que c'est plutôt dans la réalité. Ok, Pierre-Jean est plutôt d'accord ou t'as un fautif toi de ton côté? Oui, pour moi c'est 50-50, t'as Gasly qui revient en piste, t'as beaucoup de voitures à gauche, est-ce qu'il check à droite, est-ce que Ocon est dans son angle mort au moment où il check, tu vois, avant de reprendre la route comme si de rien n'était et il le voit pas, genre non, c'est 50-50 pour le coup. Ocon pourrait aussi très bien relâcher, mais dans ce cas, tu sais, on n'en finit pas, tout le monde a envie de dépasser, à un moment, c'est ça. it's racing quoi. Je suis assez d'accord avec vous deux que Ocon, mine de rien, qui est certes derrière, mais se fait vite enfermer par un Gasly qui, je pense, ne voit pas Ocon dans un angle mort à peu près, ou peut-être dans la folie, il fait pas attention à droite, et du coup, bon, ça se touche rapidement. C'est assez serré dans le chat, je vois du 50-50, 60-40, incident de course. Ouais. Il y en a qui disent Ocon, il y en a qui disent Gasly. Il y a eu quoi d'autre comme crash dans ce virage? Après, alors c'était avant, on a eu Logan Sargent qui est venu catapulter Nick De Vries. Et là, c'est pareil, encore une fois, ça peut poser des questions. Il n'y a pas eu de pénalité du coup pour Logan Sargent qui vient. Là, c'est très simple, il n'y a pas de contexte ou quoi. C'est un mec qui se rate, qui vient percuter un autre et qui le fait abandonner. Qui est dernier. Et oui, les deux étaient derniers. J'avoue qu'il n'y avait personne pour le déranger. Et du coup, Logan n'a pas pris de pénalité. Bah ouais, j'ai pas réellement de questions. De toute façon, on l'a vu ce week-end, la FIA, ça a été quand même très très limite, sans F2, F3 ou F1. Donc pas réellement d'explications là-dessus. On avance un peu plus loin, virage 3, Stroll qui tire tout droit. Bon bah ça c'est tout seul. Comme un grand malheureusement. Je vous avoue que ça m'a fait énormément rire. L'image est trop drôle. Parce que est trop drôle. En fait, il y a un bordel monstrueux. C'est ça, il y a un bordel monstrueux au virage 1. Le mec évite tout, s'en sort. Le move de génie, vraiment. Il s'en sort, il se retrouve avec une Ferrari, ça joue la P2, P3. Et là, il tire tout droit. Et là, tu le vois. Et là, tu vois ses rêves de podium qui. Après, il aurait pas eu le podium. Il aurait pas eu le podium de toute façon. On s'en bat les couilles. Oui, parce que c'est juste le Stroll. Voilà, mais c'est bon. Non, là. mais c'est drôle. Oui, non, mais oui. non, je suis pas. Non, je suis pas d'accord parce que quand ça a été Hamilton qui a tiré tout droit à Bakou, on s'est bien barré aussi. Singapour. Moi le premier, moi j'ai trouvé ça très très. C'est juste qu'un mec qui choque comme ça une occasion en or, c'est toujours trop drôle. Ah oui, c'est archi drôle. Non, mais après, il y a aussi un truc, et ça montre aussi la physionomie de la course et l'instant qui était assez lunaire. C'est-à-dire que tout le monde était surexcité comme pas possible, et que Stroll, elle avait oublié qu'il avait des pneus froids. Comme d'ailleurs beaucoup dans ce. Comme Logan Sargent aussi. Erreur de jeunesse pour Sargent aussi d'ailleurs par rapport à ça. Et du coup, alors, red flag, une fois que ce gros crash est passé, red flag, et là c'est la confusion parce que on est censé du coup repartir, mais on repart pas, mais on repart, mais en fait sous safety car. Un peu confus. Alors moi, du coup, de ce que j'ai compris, ce que ça a été dit, c'est que tout simplement, il fallait donc finir la course, finir les kilomètres obligatoires. Il fallait donc finir les tours, sauf que tu n'allais pas relancer pour un tour, sachant que le tour était engagé, si je me trompe pas. Et donc du coup, il fallait juste finir ce tour. Tu peux pas faire un départ de la voie des stands, donc juste on l'a fini sous safety car. Finalement, c'est classique. Certains poseront la question et je vous la pose. Le chat, Alex, Pierja, est-ce que cette course aurait dû finir sous safety car? Oui, non, très rapide. Oui, non. Attends, dans quel sens? Avant le gros bordel, est-ce que la course dès le début aurait dû finir sous safety car? Non pour Alex. Pierre-Jean non plus. Le chat, oui, non, oui, non. Ok, très bien. J'ai vu beaucoup de trucs, moi, quand je regardais le GP, j'ai vu des messages dans le chat où les gens étaient en mode oui, mais mettre un drapeau rouge, c'est dangereux, tu vois. Alors qu'on est sur mettre un drapeau rouge? Oui.
Mais le mettre dans cette situation-là. Ouais, le fait de refaire un départ arrêté à 51 tours, c'est dangereux. Oh non, il y a quoi de dangereux, on l'a fait à bas coup. Enfin non, c'est un départ. Mais oui, non, mais c'est au pilote de gérer et tout. Mais j'ai vu que c'était un sujet qui faisait débat en boucle, vu qu'on l'a vécu à Monza, et c'est un sujet qui était venu à Monza, en mode est-ce qu'on doit vraiment finir les GP sous safety car? Est-ce qu'on refait un drapeau rouge pour permettre de se battre pour le spectacle ou des trucs comme ça? J'ai l'impression vraiment qu'il y a jamais tout le monde sera d'accord de toute façon. Il y en a qui voudront que ça se termine sous safety car selon aussi le pilote qui est devant, et il y en a qui préféreront un drapeau rouge. Moi, ça m'a pas choqué. Je préfère limite qu'il y ait un drapeau rouge, pour être honnête. Je trouve ça limite plus juste de finir une course, même si certains vont trouver ça plus juste qu'on finisse sous safety car pour les gens qui ont fait 90% du circuit devant, etc. Moi, je trouve ça plus juste de se battre aussi jusqu'au bout. Tout comme quand il y a une safety car et que la safety car relance et tout. Ça m'a archi pas choqué. Il y avait un pneu sur la piste aussi. Il y avait des débris. Il y avait surtout beaucoup de débris aussi. J'ai l'impression que les gens ont un peu oublié ça. C'est qu'avec Magnussen a mis sur la piste beaucoup de débris. Et au-delà de tout ça, et c'est pour ça que je trouve que c'est très hypocrite, notamment tout ce qui a pu être dit autour du drapeau rouge et par rapport à la situation. C'est-à-dire qu'au Japon, l'an dernier, il y avait une dépanneuse qui était sur la piste. On a reproché à la direction de course de ne pas avoir mis, justement, le drapeau rouge. Après, ça a fait la pluie. Oui, mais même au-delà de sous la pluie, c'est que même il y avait une dépanneuse sur la piste aussi par rapport à ça. Par rapport au passé, il y avait même des pilotes qui ont dit maintenant qu'il y a des dépanneuses sur la piste, on aimerait quand même dans cette situation-là qu'on mette des drapeaux rouges. Et là, il y a eu toutes les conditions qui ont été réunies pour mettre le drapeau rouge. Débris, dépanneuse, fallait enlever la monoplace. Et que même d'ailleurs Christian Horner, il a dit un truc qui était réel. Et vous avez d'ailleurs entendu, je sais pas si vous avez entendu un seul pilote dire que c'était un pur scandale d'avoir mis ce drapeau rouge. Personne n'a dit ça. Même les perdants. Sargent, De Vries, Gasly, et même Max. Max, il a dit, ça a créé du chaos, mais finalement, bon, c'est comme ça. Ok. Mais en plus, Christian Horner, il dit un truc qui est très très logique et qui est très sensé, c'est que les écuries et la Formule 1 et la FIA ont discuté de ça en amont et même en avant de ce début de saison, en disant, maintenant, nous, on aimerait que ça se termine dans ces conditions. Qu'est-ce qu'elle fait la direction de course? Ils ont appliqué les règles. Et je rappelle juste qu'en disant que les gens, la FIA, ils font des règles un petit peu stupides, je rappelle que les règles en Formule 1 et la direction de la Formule 1 sont faites non pas par la FIA elle seule, sont faites par la F1, les écuries de Formule 1, la FOM, il me semble, et également aussi la FIA. Donc en concordance de tout le monde. Donc il faut pas seulement critiquer la FIA quand il faut critiquer les règles de la FIA. C'est notamment ce qu'avait dit Mohamed Ben Sulayem, bourré, bien sûr, c'était l'an dernier, lors du gala de la FIA. En disant à Christian Horner, oui, tu critiques les règles, mais les règles, c'est toi aussi qui les as faites. Donc, faut pas trop les critiquer non plus. Donc, il y a tout ça à remettre dans le contexte par rapport à cette situation-là, et que la FIA a appliqué la concordance de tout ce qui avait été fait au niveau des règles qui ont été réalisées et faites en concordance avec tout le monde. Moi, je pense que dans tous les cas, peu importe la règle que tu auras, et ça marchera, peu importe le sport, peu importe les situations dans lesquelles la règle ou la loi s'applique, si la loi ou la règle ne t'aide pas ou te désavantage, elle ne te plaît pas. Donc, ça après c'est la Formule 1. Hein. Mais ça marche de partout. En général, cette information me plaît, donc voilà, c'est ça. Mine de rien, c'est ça. Donc aujourd'hui, les pilotes se plaignent parce que voilà, ça leur a coûté ci, ça, etc. Mais si c'est les règles, et puis malheureusement, faut s'y tenir. Je suis désolé, mais moi Gasly qui a été le plus gros, à mon sens, le plus gros perdant dans cette histoire. J'ai très peur. Si t'allais dire le plus gros, j'ai eu très peur. Je cru que ça allait partir sur un contender. Gasly, ce gros pire. Qui a été le plus gros perdant dans cette histoire-là. Il a pas dit que c'était un pur scandale d'avoir mis le drapeau rouge ou quoi que ce soit. Il était juste déçu. Lui, il a que entre les jambes, comme on dit, vu ce qui s'est passé. Oui, mais il aurait pu le dire via l'énervement et via la déception. Oui, c'est sûr. Il le pensait réellement. Moi, non, je suis désolé. C'est pour ça que c'est pas un pur scandale d'avoir fait ce drapeau rouge. Je ne comprends absolument pas. Pierre, pour finir. J'entends aussi un truc sur pour finir les GP sous safety car ou sous drapeau rouge sur ce côté-là. J'aimerais voir une règle sur la table. Imaginons par exemple le GP, il reste 5 tours et on voudrait mettre un drapeau rouge pour éviter que ça se finisse sous safety car. On pourrait très bien même relancer la course après le drapeau rouge en départ lancé pour que ça fasse comme si il y avait une safety car finalement. Mais est-ce que du coup il faudrait pas, je vous pose la question, revoir la règle des pneus quand il y a drapeau rouge, qui du coup aussi nous a un peu
Ça, c'est le GP au milieu. on va en parler. On va en parler juste après. Pour finir le débrief du Grand Prix, parce qu'on a 3 débats juste après pour vous, le chat. Pour finir le Grand Prix, on va faire un point juste sur le classement après ce Grand Prix d'Australie. Donc après le Grand Prix d'Australie, Verstappen est donc en tête avec 69 points. 54 points, Perez, Alonso 3e, Hamilton 5e, Sainz est 5e du coup, Hamilton 4e, pardon. Leclerc pointe à la 10e position avec ses 6 petits points. Les Français sont 12e et 14e, il a failli s'étrangler. Et en tête du constructeur, Red Bull avec 123 points, soit quasiment le double déjà d'Aston Martin. Mercedes 3, Ferrari 26 points, McLaren devant Alpine 5e, 6e Alpine du coup, et tout le monde a marqué des points cette saison pour l'instant. Donc c'est plutôt pas mal.